Ça se passe en France de nos jours. C'est l'histoire d'une dame âgée qui rentre à l'hôpital pour un problème bénin, une phlébite. Elle n'en ressortira jamais, elle y meurt dans des circonstances extrêmement troubles. Si troubles que sa famille, qui soupçonne une mort programmée pour un trafic d'organes, demande son exhumation. Face à une telle demande, la justice suit son cours, et quelques années plus tard, c'est la fameuse exhumation. Et là, surprise. Surprise dans le caveau, car ça n'est pas le bon cercueil. Et dans le cercueil, nouvelle surprise. À la place de son cadavre, un amas de chair composite, sanglante, récente, une tête qui n'est pas la sienne, et un torse, une cage thoracique d'enfant. Le documentaire exceptionnel et inédit de Pierre Barnérias que je vous propose cette semaine sur YouTube met donc en exergue deux thèmes essentiels. Le trafic d'organes sur commande et, pire encore peut-être, le silence absolu, l'omerta qui règne sur le monde des pompes funèbres. C'est en cherchant le corps de sa maman pour dénoncer un scandale, celui du trafic d'organes, que Thierry Cabil, le héros involontaire de cette histoire, va se retrouver face à un autre scandale. Celui qui expliquerait qu'on ne retrouve jamais trace de tant d'enfants disparus. Ils sont peut-être tout simplement dans des tombes, mais pas les leurs. On regarde le film et on se retrouve ensuite pour quelques questions à Thierry Cabil, l'homme par qui ces deux scandales arrivent. La mort de Madame Cabil était déclarée avant même qu'elle meure. Je ne sais pas si vous voyez la gravité que cela représente. On aurait dit que ça se passerait en Afrique, que ça ne poserait aucun problème. Mais ici où les règles semblent assez strictes, en réalité, elles ne sont pas aussi strictes que cela. Ou tout au moins, elles ne sont pas strictes pour tout le monde. Et donc là, nous avons quelque chose de très important. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand vous verrez donc tout ce qui se passe derrière, aujourd'hui, ça interpelle vraiment sur le rôle des institutions qui sont censées nous protéger et qui en réalité s'organisent comme vraiment un réseau extrêmement mafieux. Et je pèse mes mots. Il y avait Poivre d'Arvor qui avait reçu une ex-sataniste dans son journal. Et cette femme, qui n'était plus dans le réseau, mais qui avait fait des choses incroyables, parce qu'elle en parle, elle dit qu'elle était tombée sur une discussion au sujet de la petite Marion qui avait disparu. Elle entend dire, cette personne, mais ne t'inquiète pas, ne panique pas, là où j'ai mis le corps, personne ne le trouvera. Et j'ai dit, mais pour être sûr comme il l'est, je peux vous dire qu'il a raison, parce que la seule assurance de cette personne, c'est quand on met le corps dans un cimetière. Et là, je peux vous dire, effectivement, on ne l'enlève pas. Je dirais que l'affaire Cabil était l'affaire à ne pas prendre, puisqu'il y a eu beaucoup de... Je vous rappelle, une consoeur très brillante, qui a fini par ne plus rester dans le dossier en disant « j'ai des petits-enfants et je crois que ça s'entend ». Et puis il y a aussi un avocat qui est très célèbre d'ailleurs, qui a toujours un cabinet, qui est même devenu un homme politique et qui a abandonné carrément le dossier. Donc c'est l'affaire qu'il ne fallait pas prendre. Je vous demande de regarder attentivement ce qui va suivre. L'enquête que vous allez voir est certainement la pire que nous ayons eu à traiter depuis la création de cette émission. Elle glace le sang, ni plus ni moins.
Je suis né donc à Paris, issu donc d'une maman martiniquaise, d'une grande famille, puisque c'est la famille Montout. Mon grand-père disait toujours, quand on a tort, de poser le genou à terre et de dire pardon, mais quand nous avons raison, si on posait le genou, c'était une correction monumentale. J'explique un peu ce cadre, tout simplement pour dire avec quelle rigidité nous avons donc grandi, et ce qui explique ma ténacité dans ce dossier. Eliane Kabyl, cette femme décède en 2001 de manière suspecte. C'est en voulant découvrir la vérité que sa famille plonge dans l'horreur. Elle rentre à l'hôpital, effectivement, le médecin pensait à une phlébite. Très rapidement, dès le lendemain, ils identifient le fait qu'elle n'a pas de phlébite, mais pour des raisons qu'on ignore, elle y restera 15 jours. Elle sortira avec les bras tout bleus. Ils lui font pratiquement 10 prises de sang par jour. Et pour couronner le tout, ils lui font ce qu'on appelle une ponction lombaire. Et cette ponction lombaire, en réalité, c'était une ponction sternale qui aurait dû être faite avec une anesthésie. Et ils le font à vif. Et ça a été sa plus grande douleur, son plus grand traumatisme. Ma tante, sa sœur, questionne le médecin. Il a réservé une chambre parce qu'on lui a demandé. Mais, fait étonnant, il ne l'envoie pas, il ne lui informe pas qu'une chambre est réservée à son nom. Et quand ma tante l'appelle, il lui dit « Vous tombez bien ?» Et il lui dit elle doit rentrer en urgence à l'hôpital. Ce qu'elle fait, elle appelle sa sœur, ce qui est normal. Et ce médecin, il est devant une situation compliquée parce qu'il connaît la famille depuis 35 ans et on lui demande de faire quelque chose de extrêmement difficile. C'est qu'il va l'emmener à l'abattoir, mais il ne peut pas le faire. Ma tante a fait le sale travail. C'est-à-dire que c'était une opportunité pour lui. Et c'est mon frère qui va donc avoir le réflexe d'appeler l'hôpital pour savoir si vraiment ils ont réservé une chambre. Et effectivement, une chambre est réservée. Et là, elle rentre. Mais elle rentre pour ne jamais ressortir de cet hôpital. La famille le questionne en caméra cachée. Ses propos sont sans équivoque. C'est l'hôpital qui était en cause, c'était pas moi, c'est l'hôpital. Quand elle rentre de nouveau dans cet hôpital, c'est la même sérénade. On va lui dire qu'elle rentre pour juste parce qu'ils ont identifié qu'elle avait une faiblesse de son système immunitaire, qu'ils vont la mettre sous OPO. EPO, je sais pas, c'est une sorte de dopant pour cyclistes. Et en réalité, donc c'est juste un humour un peu déplacé. Et quand elle rentre, non seulement il n'y aura pas d'OPO, mais il y aura de nouveau cette série de prises de sang, au point où il y a un médecin extérieur, le professeur de l'hôpital Avicenne, qui dira d'arrêter toute prise de sang. Donc le lendemain, il la descend, même le soir même, soi-disant en réanimation pour une meilleure surveillance parce qu'il y avait donc une grève des médecins. C'est là où on la retrouve dans une pièce avec du sang sur les murs, sur les plafonds, comme si c'était battu. Et là, on comprend qu'elle est sur respirateur artificiel et qu'elle est donc dans une situation où, en attente des prélèvements de ses organes, s'ils n'avaient pas déjà prélevé, puisqu'elle avait une ouverture de l'épaule vers la poitrine qui ne s'expliquait pas. Et elle était dans une mort clinique, mais avec donc les organes qui étaient donc maintenus en vie par cette ventilation dite artificielle. Pour qu'il y ait prélèvement d'organes, on ne peut prélever que sur un défunt qui est décédé à l'hôpital avec une mort encéphalique, c'est-à-dire un arrêt total du cerveau. Ce corps doit être en réanimation, sous respirateur, maintenu à température, à cœur battant, de façon à ce qu'on assure la circulation du sang et l'oxygénation des organes pour qu'ils soient en état de marche. Donc là, vous arrivez, vous découvrez qu'en fait, votre maman est en état de mort clinique. Mort clinique, mort cérébrale. Il y avait 2 traits qui étaient plats. Et quand on demande au médecin pourquoi les traits sont plats, il dit qu'il a oublié de brancher l'appareil.
Il va chercher quelqu'un pour le brancher et la personne dit « je ne sais pas le brancher ». Et vous pensez que le lendemain, ça a été branché, l'appareil? Absolument pas. Jamais cet appareil a été branché. Et c'est là où on comprend que la situation est extrêmement grave. Mon frère, qui pose la question que personne n'ose poser, est-ce qu'elle est morte? Il la pose au médecin. Et le docteur lui dit, il regarde le plafond et il dit, il n'y a que Dieu qui peut nous répondre. C'est la réponse la plus dure que nous ayons eu à entendre. Parce que depuis quand un médecin se prosterne devant Dieu pour savoir si un patient est mort ou en vie? Pourquoi tout ce sang? Pourquoi ça a été jusqu'au mur et au plafond? Et que finalement, elle est sous respirateur artificiel. Ils ont ventilé donc les organes pour maintenir les organes en vie en vue d'un prélèvement. Elle est entrée à l'hôpital, elle n'en est pas ressortie. Quand on regarde juridiquement le dossier, on se rend compte que Madame Kabyle, déclarée morte, elle a eu 2 actes de décès. L'autre élément, c'est le fait que Madame Kabyle a été déclarée par l'officier, un officier, un capitaine, s'appelle, je crois qu'on peut dire son nom, maintenant il est public, la capitaine Amblo, qui a déclaré son décès. Quand il y a un décès, le décès est déclaré par le médecin qui traite. Et lorsque c'est ce qu'on appelle un officier de police judiciaire qui le fait, ça signifie que cette affaire est une affaire où la personne a été ramassée ou est décédée dans la rue. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'où ce qui s'est passé, pourquoi elle est là, pourquoi l'hôpital le connaisse, il n'a pas fait sa déclaration. J'accueille maintenant Marie-Christiane et Thierry. Ce sont des enfants rongés par le doute que nous accueillons sur notre plateau. Ils veulent savoir de quoi est morte leur mère et surtout où est passé son corps. On demande donc d'abord de récupérer le dossier médical. On va voir un avocat parce qu'on comprend que la situation est grave. Il nous annonce la mort d'une façon, on va dire, en 2 étapes, parce qu'on découvre qu'elle est morte ce jour-là, on voit bien qu'elle est morte, et sur un document relevé par un expert judiciaire qui a été donc mandaté par la justice, sur son rapport est écrit qu'une lettre datée du 9, envoyée au médecin traitant, Du 9 quoi? 9 février 2001, mentionne que maman est décédée. Et pourtant, c'est seulement le 13 février 2001, sur les actes de décès, que sera mentionnée cette date pour son décès. Au risque de vous étonner ou de vous décevoir, j'ai étudié le dossier et c'est la première fois que je n'ai pas compris grand-chose. Parce qu'à chaque page, on a des renseignements qui sont contredits la page suivante. Je vais vous expliquer en 2 mots. Dans le dossier médical de l'hôpital, on vous explique que cette dame a eu de la fièvre à 40, a fait une infection pulmonaire, qu'on a mis des antibiotiques, qu'elle a été intubée, sédatée, donc on l'a mis en état de coma artificiel, et qu'elle est morte d'un choc septique avec défaillance multiviscérale. Donc on part sur une infection, un choc septique. Et quand on retrouve le rapport d'autopsie et le rapport de l'expert médical, on nous explique que c'est une maladie très rare, exceptionnelle, une leucémie foudroyante, et que donc c'est les tissus qui ont été atteints par la tumeur, si vous voulez. Mais on nous dit immédiatement après, on ne pouvait pas le savoir parce que les cellules tumorales n'étaient pas dans le sang et n'étaient pas non plus dans la moelle. C'est-à-dire on se demande où elles étaient. Il y aura eu 3 autopsies. La première qui a été falsifiée, parce qu'on a bien vu que le rapport donne une autre personne. La couleur de peau ne correspondait pas. Il n'y avait pas le bracelet posé par la vaccination funéraire. Le poids ne correspondait pas. La taille ne correspondait pas. Et elle était totalement édentée, ce qui n'était pas le cas de ma maman. Et comment s'est passée cette seconde autopsie? Là aussi, les conditions n'ont pas été respectées, enfin les conditions légales, on va dire. Et donc la seconde autopsie, donc, il fallait donc exhumer le corps. Et naturellement, donc, on était donc invités à 8h30 pour cette exhumation. Et comme on n'avait absolument pas confiance en ces gens, on est venu à 5h30 du matin pour une autopsie censée être à 8h30 du matin. À 5h30 du matin, quand on s'est pointé devant les portes du cimetière, une personne se présente à 6h, et là on vient vers elle en se présentant comme étant la famille, et cette personne, elle a une pioche à la main, et elle rentre dans
dans le cimetière, en refermant la porte, en nous disant que elle a l'ordre de laisser rentrer personne. Et là, on est très curieux, on essaie de regarder jusqu'où il va. Et là, on découvre qu'il y a 2 corbillards, une petite fourgonnette, et quand on est rentré avec la police à 8h30, on a compté le nombre de personnes, il y avait 14 personnes en tout. Et on se demande à quelle heure sont-ils rentrés, sachant que nous, on est arrivés à 5h30 du matin. La question se pose, à quelle heure sont arrivées les 14 personnes? À quelle heure est rentrée la fourgonnette? Les 2 corbillards? Pourquoi 2 corbillards alors qu'il n'y a qu'un seul corps qui doit se déplacer? Il a fallu plus de 8 personnes pour lever le cercueil, alors que 2 ans et demi avant, il y avait en tout 4 personnes. 2 ans et demi plus tard, le corps se décompose, il est forcément moins lourd. Donc comment expliquer qu'il faut 8 personnes? Un des points importants, c'est qu'il y avait donc la police judiciaire qui, elle, est arrivée largement en retard, mais qui était à l'heure, en réalité, puisque les opérations, comme elles se sont faites bien avant. Et c'est après où j'ai appris le rôle de la police judiciaire. Elles avaient pour rôle de prendre des photos. Et les photos, elles auraient été accablantes, parce qu'imaginez, quand ils prennent les photos, qu'on voit 10 personnes en train de lever le cercueil. Là, ça interpelle. Là, ça interpelle. 10 personnes qui lèvent le cercueil, mais ça, c'est une preuve irréfutable, c'est quelque chose de grave. On a assisté à la levée du cercueil, mais avec, comme ça s'appelle, c'était déjà dans une bâche. Or, le cercueil, quand nous l'avons mis pour la première fois, à aucun moment il a été mis dans une bâche. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité de voir le cercueil, et quand on est arrivé à l'ILM, on a ouvert cette bâche, et là on découvre que la forme n'est pas la bonne, les poignées ne sont pas bonnes, et le lendemain, quand on est arrivé, donc pour l'autopsie, donc nous, avec ma tante, on a dit nous allons participer à cette autopsie. Donc c'est une première, certainement en France, parce que peu de gens ont le courage et la force de participer à ça, mais pour ma part, ce qui m'a donné cette force et cette motivation d'y aller, c'est de me dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toute ma vie, je vais vivre avec un doute? Ou est-ce que la vérité va finalement me libérer de cette torture, de cette douleur insupportable? Et là, on a le réflexe d'ouvrir la bâche, parce qu'on dit il faut qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et là, on voit qu'il n'y a pas de croix, alors que maman était croyante, il y avait une croix qui était fixée, il n'y en a pas. C'était un cercueil totalement anonyme, avec une forme qu'on découvre, qu'on ne connaît pas. Il est énorme, il est gros, on comprend le poids parce que il est énorme ce cercueil. Et quand on présente ces photos, parce qu'on prend les photos de ce cercueil, on les présente avec la facture qu'on s'appelle aux pompes funèbres pour leur demander est-ce que c'est bien le cercueil que nous avons acheté. Ils disent non. C'est pas le cercueil que vous avez acheté. La croix a disparu. Comment elle peut disparaître, la croix? La croix n'a pas disparu. Enfin, je ne sais pas si la croix a disparu. Les croix, je vous le rappelle, que ce sont des croix adhésives qui sont collées avec un adhésif double face et ça ne tient pas, c'est pas très solide. Non, déjà. Alors, monsieur, on va le donner la parole à votre fils. Une seconde. Le système de croix, parce que par rapport à la facture, c'est une croix, j'oublie, enfin, elle porte un nom, enfin, cette croix, et elle est vissée. Elle n'est pas collée comme l'a dit ce monsieur. C'est vissé. Elle est vissée. Voilà, elle est vissée et le seul endroit où il y avait effectivement de la colle, c'est sur la plaque où il y avait le nom. D'accord. Là, effectivement, c'est un système d'adhésif et là, c'est collé dessus. Paradoxalement, la plaque collée est restée en place. J'ai préféré prendre le chemin de la vérité, aussi dur que ça soit. Et finalement, nous avions bien fait, parce que quand ils ont ouvert le cercueil et qu'ils avaient donc l'intention de faire cette opération dans le cercueil, alors qu'il y a une table qui était prévue à cet effet, que nous étions derrière la vitre, donc on n'entendait rien, donc nous sommes rentrés dans la pièce. Et en rentrant dans la pièce, le médecin légiste, qu'a-t-il fait? Il a sorti la pièce, la tête du cercueil, et il me l'a présenté devant moi, en espérant que ça me fasse tellement peur que je tombe dans les pommes ou je fasse je ne sais pas quelle réaction. Et là, je l'ai bien regardé dans les yeux et c'est son geste qui m'a donné la force d'aller plus loin. Et en allant plus loin, c'est là où on a découvert que le cercueil était rempli de chair humaine. Et les photos sont là pour en attester. C'était rouge vif, du sang rouge vif après 2 ans et demi. Ça n'existe pas. Il y avait de la chair, de la graisse jaune fraîche. Ça n'existe pas. Et pour couronner le tout, il y avait une petite cage thoracique d'enfant.
Nous sommes allés voir un médecin légiste qui nous a commenté les photos de l'autopsie. Mais d'abord, que reste-t-il d'un corps 29 mois après son inhumation? Docteur Chuc, médecin légiste. C'est un état de squelette, hein. C'est un état de squelette, on retrouve que les os. Des fois, quelques traces un petit peu de tissu musculaire, mais sans plus, on retrouve les dents et les os. On n'est pas censé retrouver de la chair ou du sang? Non, du tout, du tout. Non, pas du tout. Donc effectivement, là, c'est un corps, on voit des sécles massifs crâniens, hein. Un petit peu un corps, ça a l'air d'être un corps d'enfant. On a 3 façons d'identifier un cadavre, l'empreinte génétique, l'empreinte digitale et l'empreinte dentaire. Et finalement, le dentier devait rentrer dans la mâchoire. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte cette pièce en la lavant, il lave la pièce et il dit il n'y a pas assez de matière pour lire l'ADN, et donc il écarte la pièce du dentier. Et là, notre avocat de l'époque se fâche en disant que c'était l'unique pièce valable ce jour-là pour identifier le cadavre. Il l'a écarté. Qu'est-ce que vous avez découvert sur ce médecin légiste un peu particulier, on va dire? Ce que j'ai découvert sur ce médecin légiste, parce que son comportement nous a tellement intrigués que j'ai regardé un peu son parcours. Donc déjà, c'est lui qui a formé la majorité des médecins légistes en France. Mais c'est également lui qui est parti dans la procédure de Dutroux pour casser tous les experts sur les conclusions qu'il y avait un réseau. Et lui, il a soutenu la thèse que ces enfants sont morts de faim et de soif, sans même avoir autopsié les corps. Il n'a ni touché les corps, ni vu les photos. C'est à partir d'éléments qu'on ne sait pas où il les a sortis qu'il a cassé donc la procédure de ces 3 experts. Je pense qu'il y a un système qui fonctionnait depuis fort longtemps, du trafic onéreux des organes ou du corps humain. Ce que j'ai appelé, c'est pas seulement moi, je crois que c'est le droit, ceux qui ont fait du vrai droit, appellent cela l'indisponibilité du corps. Et la France, celle qui avait des valeurs, avait développé cette théorie de l'indisponibilité du corps, qui disait qu'un corps humain, on ne peut pas le vendre. Même toi-même, tu ne peux pas vendre ton corps. Tu ne peux pas mettre en gage ton corps. Parce que le corps est sacré. C'est fou ça, c'est quand même fou de faire des bêtises comme ça. Hein. S'ils veulent du fric, c'est ce qu'ils veulent, et ils sont poussés par des avocats malhonnêtes, vraisemblablement malhonnêtes, parce que c'est pas possible autrement. Où ils sont. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le corps de... Ils ont leur corps. Il est dans la boîte, mais qu'elle fait exhumer une 3e fois, on fera encore des empreintes génétiques, puisque la justice a trop d'argent. Ils demandent une exhumation. Eh ben, ils n'auront certainement pas d'exhumation et il faut s'arrêter. Ils contesteront, c'est évident, étant donné que ce sont des malades mentaux, ils sont rentrés dans un processus de maladie mentale, ils vont tous contester éternellement le problème. Ils ne seront jamais satisfaits. Le parcours, c'est 3 autopsies et 2 exhumations, dont la dernière a été faite en 2007. Et en 2007, la dernière autopsie qui s'est faite, ils ont sorti le corps dans un sac poubelle avec que des ossements, immaculés de sang rouge, vif, frais. C'est-à-dire 6 ans après, il y a encore du sang. Je ne sais même pas. Quand je vois ça, ça me fait penser à ces statues où les gens prient et disent qu'il y a eu un miracle, et on voit le sang couler de cette statue. C'est-à-dire que c'est un dossier qui ne se refermera pas tant que la justice ne sera pas faite. Moi, j'ai été menacé plusieurs fois, de beaucoup de manières. Des choses, mais au téléphone. Désormais, quand vous traversez la rue, regardez à gauche, à droite. J'ai été convoqué dans des instances
qui par respect, je ne dirais pas le nom ici, mais où vraiment tout m'était dit qu'il fallait lâcher les Kabyles. Et je ne les ai jamais lâchés. Et justement, comme l'affaire Kabyle a créé un tourment énorme, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse soulever cela, parce que des cas comme Madame Kabyle, il y en a eu certainement beaucoup, et surtout des femmes noires qui ont été... on découvre que l'enfant a disparu, on découvre qu'ainsi de suite, et il n'y avait jamais de suite, en fait, derrière. Et là, comme on a posé la question en termes de trafic d'organes, immédiatement, il y a eu une réaction, c'est une réaction du législateur, par la loi qu'on appelle la loi de Marisol Touraine. Et la loi de Marisol Touraine dit ceci: les organes appartiennent à l'État. Le principe c'est celui-là. Mais l'exception, c'est quand quelqu'un a fait une déclaration en disant que je ne veux pas, vivant ou mort, que mes organes soient vendus, soit en fait tout ce qu'on veut. Je crois qu'il y a même un document qui existe. Parfois, souvent les gens ignorent cela, mais ce document amène à dire que tu peux faire exception, tu peux sortir là. Mais le principe actuel, c'est que les organes appartiennent à l'État. Thierry, qu'est-ce qu'on ressent quand, depuis quasiment maintenant 24 ans, 25 ans, on se bat seul face à des institutions qui sont bien organisées, et notamment au corps médical? Ça interpelle à plusieurs niveaux. Déjà, ne serait-ce que sur le plan de la justice, parce qu'aujourd'hui, j'opterais pour une option d'un tribunal citoyen, parce que tous les jugements sont faits au nom du peuple. Et ce qui est frustrant, c'est que finalement, le peuple est toujours absent. C'est comme si on faisait un chèque sans que la personne... On signe sans qu'on mette le montant. Et sans même que la personne soit présente et soit consciente pour quel achat on a fait ce chèque. Les progrès rapides de la science et de la technologie médicale ont transformé la transplantation d'organes, et en particulier la transplantation rénale, en une procédure médicale courante pratiquée dans les hôpitaux du monde entier. À l'échelle mondiale, la question du trafic d'organes n'est pas nouvelle. Dans les années 80, les experts ont commencé à remarquer ce qui allait devenir le tourisme de transplantation. En raison de la pauvreté, des jeunes de certaines régions d'Europe de l'Est ont vendu un de leurs reins pour des sommes allant de 2 500 à 3 000 $, alors que les receveurs paieraient entre 100 000 et 200 000 $. L'Assemblée parlementaire désapprouve donc la tendance récente de certains pays d'Europe occidentale à adopter des lois moins restrictives. Le trafic d'organes, tout comme le trafic d'êtres humains ou de drogue, est motivé par la demande. Donc on a créé une sorte de protection par l'État des fraudeurs, en fait, et de ceux de ces criminels qui ont pratiqué cela. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est quand on comprend et qu'on voit le film Inside the Man, on voit ces bandits qui sont tous déguisés, tous habillés de la même façon et qui sortent de la banque. Je pense que ça a inspiré tous les gangsters du système, des administrations, de ceux qui nous gouvernent. Parce que pour moi, aujourd'hui, on est vraiment dans ce type de film. Les gangsters, ils ont changé leur tenue et ils ont
opté pour celle des personnes notables, comme la police, le juge, l'avocat, les politiciens. C'est-à-dire tous ceux qui ont un pouvoir sur nos vies, aujourd'hui, ont tronqué leurs bottes de voyous, le blouson noir, contre ces habits. Qui est en train d'être mis en lumière, je dirais, c'est l'injustice dans la justice. C'est-à-dire qu'on a instrumentalisé la justice pour être au service des lobbies, pour être au service des, pardonnez-moi l'expression, des criminels. Quand je dis cela, je fais partie de la justice. Je ne dis pas par là que tous les magistrats, tous les avocats, tous les greffiers, tous les ordres soient des criminels. Ce n'est pas du tout. J'aime ce métier, j'aime mes collègues. J'en suis le premier défenseur. Encore plus grave, extrêmement grave, c'est le fait que si quelqu'un a déclaré qu'il voulait mourir, tu ne peux pas empêcher. Tu ne peux pas venir, même si tu es un parent, un frère, un père, ainsi de suite. Tu peux venir derrière pour dire « je m'oppose à sa volonté ». Parce que non seulement tu as une amende tout de suite, mais également, si je ne me trompe pas, tu as 1 année d'emprisonnement. L'affaire Kabyle est la seule affaire actuellement qui peut permettre que l'on puisse renverser la vapeur. Ce que j'ai appris aussi, c'est vraiment avec regret. J'aime notre justice. Moi, je voudrais qu'il y ait un rafraîchissement de la justice, qu'il y ait un renouveau de la justice. Je voudrais que la justice soit le dernier rempart. Il faut comprendre déjà, il faut remettre en 2001, 2002, à cette époque, dire que la France faisait du trafic d'organes, tout le monde disait qu'on était fous. On disait que, voilà, ils ont eu un choc émotionnel. Et que, voilà, c'était impensable. On parle quand même du pays des droits de l'homme, on parle d'un pays qui est quand même qui est réputé pour respecter le droit humain. Et ça, c'est impensable de dire que la France se retrouve dans du trafic d'organes. Pour personne, c'était inacceptable. Parce qu'en plus, c'était aussi salir l'image de chaque Français. Donc chaque Français ne voulait pas endosser. Déjà, c'est un petit peu comme quand on regarde l'Allemagne avec le nazisme. Les Allemands, jusqu'à aujourd'hui, ils ont cette douleur parce qu'on leur a collé une étiquette allemand égale nazi. Et la France ne voulait pas donc avoir cette image de trafiquant d'organes. Et donc, le fait de dénoncer ça, c'était une façon de dire qu'en France, ça se pratiquait et ça entachait la mémoire de la France. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, on ne sait même pas où est le code, Madame Kabyle. On veut que les avocats, en fait, se taisent. On veut que les avocats se taisent, mais si les avocats se taisent, il n'y aura même plus de pierres qui vont parler. Dites-moi, dans le dossier Kabyle, il y a eu quand même un retournement de situation complètement inattendu. Je dirais c'est une grâce. Ce film documentaire, ça a été un tournant parce qu'il m'a conduit à récupérer une pièce par le biais de l'avocat qui a insisté, un jugement qui a eu lieu en 2021, dont l'audience a eu lieu en 2021 et le jugement en 2022. C'est une grâce extraordinaire parce que, en fait, la justice elle-même, elle qualifie de crime tous les actes qui ont été commis contre Madame Eliane Kabyle. C'est une victoire sans précédent, car le tribunal s'est déclaré incompétent, c'est un tribunal correctionnel, et quand il se déclare incompétent, par la force des choses, c'est une façon de dire que le crime, et puis il a surtout souligné le crime dans ce dossier, ça veut dire que les sanctions, ils n'ont pas la capacité de les condamner, et que c'est minimum 10 ans, et donc c'est une cour d'assises. Le tribunal correctionnel n'était pas à même de pouvoir traiter de cette affaire. Donc il a qualifié les faits de crime en disant « je suis incompétent ». Je suis incompétent. Et en disant que je suis incompétent, du coup, il ouvre la porte des assises. Ils auraient dû, par l'article 40, saisir cette cour d'assises, transmettre le dossier, et cela n'a pas été fait. Madame Kabyle a été assassinée.
Et je crois que tous les faits qui sont là, les intentions, tout cela montre bien qu'il y a eu vraiment un assassinat. Mais la justice ne voulait pas le reconnaître jusqu'à présent. C'est une joie immense, et c'est aussi le fait de reconnaître que finalement, on ne perd jamais son temps à défendre la vérité. Qu'importe les années qu'on mettra pour le faire, on a raison de le faire. L'affaire Kabyle n'est pas finie. Ah non. Elle n'est pas finie, elle ne fait que commencer en termes de réparation, parce qu'effectivement, c'est une cour d'assises qui va donc être mise en place, mais c'est également donc, un jugement qui sera, à mon niveau, ou de mon point de vue, quelque chose de mémorable et d'honorable pour la France, parce que c'est une invitation à retrouver son honneur, à retrouver sa dignité, sa grandeur. Et c'est ça, pour moi, ce procès. Quand le crime est reconnu, c'est un soulagement pour la famille, mais tout ça, nous le devons à un avocat extrêmement courageux. Sans lui, ce combat n'aurait pas été possible. C'est quand même un homme qui a sacrifié sa robe, tout ça pour défendre la justice. Quand j'ai pris le dossier, j'avais des jeunes qui étaient venus, qui étaient un peu désemparés, qui ne savaient pas quoi faire, mais qui étaient déterminés à chercher à connaître la vérité, ou au moins à savoir où est le corps de leur maman. Et c'est cela qui a déclenché tout le système. Comment expliquez-vous que cette affaire aura nécessité 5 avocats et que les 5 ont lâché le dossier? Les avocats sont plus fragiles qu'on ne pense, sont plus exposés qu'on ne pense. De toutes ces situations dont vous avez eu connaissance par la suite, laquelle vous choque le plus aujourd'hui? Que la vie de certaines personnes ne compte pas autant que d'autres, qu'on n'est pas égaux, entre guillemets, par rapport au traitement. Et ça fait peur, ça fait mal, surtout dans un état de droit comme la France. Et la grand-mère, comment elle a vécu cette situation un petit peu? Je pense que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est pas bien, c'est pas gentil. C'est pas bien d'enlever la vie à quelqu'un comme ça. C'est pas gentil. Dieu nous donne la vie et les gens ils viennent, ils nous l'enlèvent. C'est pas normal ça. J'ai 98 ans, malgré mon âge. Eh ben, je veux continuer à vivre encore plus longtemps. Plus longtemps et pour faire du bien et être gentil avec tout le monde. Voilà. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais. La gentillesse, il n'y a que ça qui prime. Cette affaire Kabyle, ça résonne en vous, non? Oui, ça résonne parce que c'est une histoire qui corrobore un petit peu une autre histoire que j'ai entendue d'une cliente à moi qui vend mes produits. Et un jour, j'arrivais pour une présentation de produits et quand je suis arrivé, elle a commencé à pleurer quand elle m'a vu. Je me suis dit, mais pourquoi vous pleurez? Et elle me dit, en fait, Patrick, votre gel a sauvé mon fils. Et je lui ai demandé de me raconter son histoire. Et en fait, elle avait un enfant autiste non socialisable de 12 ans qui a fait un genre de dame de queen, qu'il n'arrivait plus à respirer. Et donc, elle est vite allée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont fait c'était tôt dans la matinée. En 2 heures, ils ont fait toute une batterie de tests. Et il y a le professeur de l'hôpital, qui a commencé à dire et à voir cette cliente. Ils ont commencé à lui dire,
votre fils, on ne va pas pouvoir le sauver, il va mourir. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est le mettre en soins palliatifs pour qu'au moins il ne souffre pas. Et elle a commencé à pleurer, enfin évidemment c'est normal hein, quand on annonce la mort de son fils prochaine. Et puis il y a un docteur qui arrive qui dit « Professeur, oui en fait il n'y a pas de lit en soins palliatifs, on va être obligé de le laisser ici ». Donc le professeur se retourne vers ma cliente, il lui dit « il va rester dans cette chambre d'hôpital jusqu'à demain, et puis demain on le mettra en soins palliatifs, et là il pourra s'éteindre tranquillement ». Et donc cette cliente était effondrée, et c'est normal. Et puis, une demi-heure après, elle se dit « Non, je dois faire quelque chose, c'est pas possible, ça peut pas terminer comme ça ». Elle ouvre son sac et elle trouve mon gel, hein, qui est un gel anti-inflammatoire notamment. Et elle commence à se dire « si je mets ce gel dans sa bouche et qu'avec une seringue sans aiguille, j'essaye de lui faire avaler de l'eau, peut-être qu'il va se réveiller ». Donc elle commence, toutes les 10 minutes, elle met ce gel dans sa bouche, à son fils, et chaque fois elle essaye de mettre une goutte d'eau, et chaque fois la goutte d'eau ressortait, il n'arrivait pas à avaler. Et puis après 2 heures de faire ce traitement, elle a vu qu'il commençait à avaler de l'eau. Et elle s'est dit « Ah tiens, il y a quelque chose qui se passe », ça commence à se dégager dans sa gorge. Et elle a continué à faire, à mettre du gel dans la bouche toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, et à mettre de l'eau. Et il en prenait de plus en plus de l'eau. Et à 17h, il s'est réveillé et il s'est levé. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Le professeur de l'hôpital est rentré dans sa chambre et il a commencé à engueuler ma cliente en disant « Ah, mais vous êtes folle, vous savez pas ce que vous avez fait, etc. » Et donc cette cliente a crié un petit peu sur le professeur en disant « Mais quoi, vous avez dit qu'il allait mourir et puis là il est debout et on part ». Et voilà, fin de l'histoire. Et c'est vrai que ça résonne un petit peu parce que qu'est-ce qu'ils auraient fait à cet enfant parce que c'est vrai qu'un autiste non socialisable, c'est vrai qu'on peut... Bon, ça peut être vu comme un poids pour la société, je sais pas. Et aujourd'hui, comment va-t-il ? Il va très bien. Et il travaille maintenant je crois, dans la jardinerie. Oui. Il est en parfaite santé, quoi. Il est en parfaite santé. On passe pour des cinglés, on passe pour des agités. Pas loin, si on passe pour des sorciers, alors qu'en définitive, on est responsable de rien. C'est pas nous qui avons provoqué la substitution ni le changement de cercueil. Alors la seule question, c'est est-ce que c'est illégitime quand on constate que un cercueil a été changé et que la dépouille n'est pas celle du défunt, mais d'un autre défunt qui n'appartient pas à la famille, de s'en indigner? Je crois pas. Ça paraît légitime, normal. Bon, il faut quand même maintenant que la justice, même si un 4e juge devait arriver, se mette sérieusement au travail, parce que on ne lâche pas. Vous comprenez? On ne lâche pas. Vous le dites à Julien Machin, là je sais pas comment il s'appelle, Courbet, vous lui dites qu'il sera attaqué dans les minutes en diffamation. La chancellerie est au courant également, j'ai appelé la chancellerie. Ce sera avec plaisir, ce qui permettra, car la diffamation a effectivement beaucoup d'inconvénients, mais en a un avantage, c'est qu'on peut chacun déballer sur une table les pièces que l'on a. Car qu'est-ce que c'est que diffamer? C'est affirmer des choses que l'on ne peut pas prouver. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc moi, eh bien, j'irai devant le juge, si je suis attaqué en diffamation, et je dirai au juge, monsieur le juge, j'ai dit que c'était pas les bonnes dates, voilà les papiers, j'ai dit que c'était pas les bons bracelets, voilà les bracelets, j'ai dit que c'était pas le bon cercueil, voilà le témoignage. Et le monsieur en face devra dire en quoi je l'ai diffamé, mais au moins le juge lui sera au courant de ce qui s'est passé. Donc si ce monsieur regarde cette émission, rendez-vous au tribunal pour la diffamation avec les pièces du dossier, j'y serai personnellement. Cette petite cage thoracique d'enfant, je suis resté ma bouche grande ouverte et j'avais
une réponse à une question que je me posais depuis longtemps. Avec le nombre d'enfants qui disparaissent en France chaque année, qu'on ne retrouve jamais, eh ben, j'avais la réponse. Parce que c'est dans les tombes, dans les cercueils qu'on les met, parce que c'est le meilleur endroit, c'est la meilleure cachette au monde. Son incroyable mémoire permet aussi à Véronique de se souvenir d'un coup de téléphone où elle entend parler de la petite Marion Wagon, disparue le 14 novembre 1996. J'étais chez une des pédophiles. Et donc là, le téléphone a sonné, elle s'est mise à hurler. Elle était à l'étage, moi j'étais dans sa chambre en bas. J'ai donc décroché le téléphone qui se trouvait dans sa chambre. Et j'ai entendu un homme que je connais, Walter, qui réclamait plus d'argent, sinon il allait tout dénoncer à la police, en disant, il disait lui-même, de toute façon c'est pas moi, j'irai pas en prison, c'est pas moi qui l'ai tué. Moi j'ai fait que de l'héberger sous vos ordres, et que 6 jours. Et maintenant je veux l'argent. Et moi j'irai pas en prison. Et là, j'ai entendu Jean-Marc qui a dit comme ça, de toute façon, là où sont enterrés les Maccabées, ils sont pas prêts de les retrouver. J'alerte l'opinion française, peut-être même l'opinion internationale, pour qu'ils viennent en aide aux avocats exerçant en France. Lorsqu'ils touchent aux intérêts de ceux qui ont soit le pouvoir ou qui sont au pouvoir ou qui sont réseautés de telle façon qu'ils se soutiennent les uns les autres, comme disait Raymond Barre, les coquins et les copains. Et donc, ce qui fait que la justice n'est plus un enjeu. Et l'avocat n'est plus celui qui tient le phare pour que la justice puisse être dénoncée. C'est les dimensions du cercueil données par le PFG. Avec la facture, c'est le fameux octant qu'on retrouve donc ici, parce que c'est le nom du cercueil. Et ça, c'est le cercueil qui sortira de terre, avec les dimensions prises par la police scientifique, et ça ne correspond pas. Le scellé est rompu. Il est dans une housse, alors qu'il n'avait jamais été dans une housse. Voilà, il y a donc un corps qui part du centre hospitalier de Gonesse, le 19 février. Et la deuxième réquisition se trouve ici, le 19 février, toujours le 19 février, sauf que là, il part du funérarium de Villetaneuse. Or, maman n'a jamais été à cet endroit-là. Ensuite, ce qui est important, voilà ce que c'est qu'une autorisation de transport. Il aurait dû avoir donc le contrôle du bracelet au départ, à l'arrivée, et après, c'est le maire qui signe. Nous, il est vide. Le corps qui nous est présenté comme étant celui d'Eliane Kabyl. Alors que normalement, cette phrase, elle remet en cause qu'on appelle ça le travail de la vacation funéraire. Donc c'est très grave de faire ça. Le corps, ils disent que, portant le numéro A7198 de l'amphithéâtre de l'hôpital de Garches. Donc c'est là où les corps donnés à la médecine. À la médecine pour des étudiants en médecine. Et donc on voit bien que là c'est un corps qui s'est bien exercé parce qu'il est piqué de partout, le corps. Donc c'est pas celui de votre mère. Non, c'est pas celui de notre maman. Ça c'était donc pour montrer que l'opération de l'exhumation elle aurait dû avoir lieu voilà, c'était prévu à 8h30 du matin, le 30 juin 2003 à 8h30. Et il se trouve que il y a un document, il est là. L'opération a été effectuée à 6h du matin en dehors des heures normales de travail. Mais entre-temps, le 25/06, 5 jours avant, le corps a fait un aller-retour entre le cimetière et l'Hélène de Garches. Donc il l'avait déjà exhumé 5 jours avant. Ça, c'est le prothésiste dentaire parce que nous, on était venus avec le dentier. Donc on lui a donné donc, ces photos. C'est le dentier de notre maman,
avec la mâchoire qui a été extraite, qui est sans dents. Ça, c'est celle du bas, celle du haut, soi-disant. Et le rapport est unanime, il dit que ça n'est pas elle. Voilà les photos, ils disent, ça c'est votre maman. Et il y avait donc cette petite cage thoracique qu'on voit ici. C'était la petite thoracique, la cage thoracique d'enfant qui était placée sur le buste de ce corps qui était là, placé au-dessus. On voit ici une sorte de soutien-gorge, là. Il y a le nœud, il y a le soutien-gorge, et cette cage était placée au-dessus. On a du sang ici, là, sur le côté, en dessous de l'oreiller, ce qui ne s'explique pas. Il y en a ici. Et cette photo, précisément, c'est cette photo qui a été vue par le médecin légiste lors de l'émission de France Culture. Et quand elle voit cette photo, elle dit c'est un gosse. Pourquoi? Parce que la taille, elle est seulement de là à ici. Regardez la taille, ça ne fait que ça. On voit un grand cercueil, mais la taille, elle est de là à là. Donc c'est la raison pour laquelle elle dit c'est un gosse. Et le médecin légiste avec Julien Courbet a dit la même chose. Ça, c'est un gosse. Et ça, c'est dans les enregistrements qui n'ont jamais été révélés au public, qu'ils ont, et qui pourront donc sortir au moment voulu, mais ils l'ont. Là, on voit mieux la photo, on va maintenant aller au niveau de la tête, voilà, et là, on voit tout ce sang. On voit cette putréfaction, c'est-à-dire c'est comme si ça a été mis avec de l'acide, et parce qu'il y a plusieurs corps dedans. C'est pas un corps, quand il se décompose, il n'y a aucune raison qu'il vienne sous l'oreiller comme ça, et encore moins avec des flaques de sang là au-dessus. Ça ne s'explique pas tout ça. Thierry, bonjour. Bonjour, Karl. Alors Thierry, quand Pierre Barnérias m'a parlé du sujet de cet épisode qu'il préparait, je suis littéralement tombé de ma chaise. Parce qu'il se trouve que on m'avait alerté, et il y a de ça plus de 20 ans, sur ce phénomène, en me disant « Vous devriez vous intéresser aux pompes funèbres, car beaucoup de petites dépouilles de petites victimes se trouvent dans des tombes qui ne sont pas les leurs. » Et ça m'était venu aux oreilles à ce moment-là, et ça m'est revenu aux oreilles depuis, à 2 reprises. Et donc je n'ai pas enquêté à ce jour. Et quand Pierre m'a parlé de ton histoire, Thierry, j'ai immédiatement accepté l'idée de la diffuser, parce que je pense que nous touchons là à une vérité qui devra être enquêtée par nous ou par d'autres, mais qui va révéler bien des secrets et conclure bien des enquêtes. Alors je voudrais déjà avoir ton sentiment là-dessus. Mon sentiment, c'est que, d'abord, tu as complètement raison là-dessus, et la personne qui t'avait sollicité il y a 20 ans sur le sujet avait raison. Déjà, l'actualité que tout le monde peut revisiter, elle est là, elle est accessible, et elle permet, en tout cas pour ceux qui sont curieux, de redécouvrir que, notamment, cette personne qui parlait donc du satanisme, elle parlait donc d'un endroit où on ne retrouvera jamais les corps. On le voit dans le documentaire, ça a été diffusé sur TF1 vers la fin des années 90, non? Quelque chose comme ça. C'est du temps... Marion a disparu, c'était du temps de Marion. Oui, donc après 93, ça doit être 95 ou 97. Et cette femme, cette victime, entend parler par la bande au téléphone, par la bande de pédocriminels qui l'a enlevé, de ce qu'il est advenu de la dépouille de la petite Marion. C'est ça dont tu me parles? Tout à fait. Et donc la personne, elle rassure celui qui avait donc gardé et apparemment kidnappé cet enfant, elle la rassure en lui disant « Ne t'inquiète donc pas, là où j'ai mis le macabé, c'est les termes utilisés, on ne la retrouvera jamais. » Et
quand moi je me suis retrouvé donc avec cette petite cage thoracique suite à une exhumation, quand le contenu nous a été dévoilé, puisque nous avons assisté à cette autopsie et qu'on a vu cette petite cage thoracique, ma bouche est restée grande ouverte et mon esprit est parti vers ces enfants où je me questionnais sur la raison pour laquelle on les retrouve jamais. Et également, pas seulement sur le fait non plus qu'on ne les retrouve jamais, parce que la cachette, elle est bonne, mais j'ai mieux compris pourquoi c'est le seul lieu que nous payons, mais nous n'avons pas le droit d'y rentrer. C'est-à-dire que finalement, l'accès nous est contrôlé par la justice, par des lois, des règles, mais je pense que tout ça est voulu parce que c'est la seule façon de s'assurer que, au moment où on doit donc visiter notre tombe, on va donc soit faire disparaître le contenu, mais en tout cas, on contrôle. Que si demain, on allait tous dans ce lieu, voir ce qui se passe, on serait surpris. Et l'actualité, récemment, nous montre une dame qui a été découverte à moitié enterrée dans une tombe, et c'est pas si récent que ça. Et si on prend l'affaire Jubilard, on sait, d'après la justice, qui l'a tué, mais qu'est-ce qui rend la justice aussi tenace? C'est qu'elle sait comment on peut faire disparaître un cadavre. Elle sait que le lieu des cimetières, c'est un lieu idéal, et que s'il fallait aller chercher dans cette zone, on y trouverait d'autres choses avant d'y trouver le corps de Jubilard. Et ça, c'est difficile. Oui, en même temps, on ne peut pas dire que toute la justice soit au courant et cache ce secret. On serait une fois de plus accusé de complotisme. On dit pas ça, on dit juste on lève un lièvre et il y a certainement beaucoup à gratter dans plein d'affaires et ça nous permettrait sans doute de pouvoir avoir des réponses sur des cas de disparition. Mais on n'a qu'à regarder à l'étranger. Il y a quand même toutes sortes d'histoires autour de pompes funèbres où on se rend compte que, moyennant finance, ils ont fait des choses indicibles, comme par exemple aux États-Unis, l'affaire d'Alistair Cook, que je crois tu connais bien. C'est un dentiste, d'ailleurs, qui a détourné 1047 cadavres, et malheureusement, dans la liste, il y avait donc celle de Alistair Cook. Et c'est vraiment lui qui a donc, on va dire, réveillé toute l'affaire, parce que c'est un personnage connu des médias. C'était, il me semble, un présentateur télé connu, et dont le décès s'est produit à 95 ans. Donc il était âgé. Il est mort d'un cancer, apparemment des poumons, parce qu'il fumait. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que sa famille, quand elle choisit de l'enterrer, elle le fait par incinération. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que le cercueil, ils l'ont vu brûler, ils ont eu des cendres, ils ont pleuré sur ces cendres, et ils ont été trahis. Parce qu'il y avait un commerce derrière, et donc eux ne perdent pas le nord, parce qu'on ne brûle pas 250 000 $. Et eux, ils ont donc donné un leurre à cette famille pour conserver la valeur du bien, c'est-à-dire de ce corps qui est revendu 250 000 $. C'est un trafic, Thierry, qui a rapporté à ses auteurs 3 800 000 $, sachant qu'ils vendaient, par exemple, une hanche 250 000 $, ce qui donne un ordre d'idée de l'intérêt pour des salopards de faire ce genre de choses. J'ai appris d'ailleurs en regardant ce dossier que moi je connaissais le trafic d'organes mais pas le trafic d'os. Et en réalité, les ossements sont très importants aussi. Et dans le cas de ce monsieur qui avait 95 ans, on ne peut pas imaginer que son foie ou son cœur soit dans une forme olympique. En revanche, pour ce qui est de ses hanches, si elles étaient encore bien, sans ostéoporose ou quoi que ce soit, elles pouvaient correspondre pour une personne âgée qui cherchait une hanche neuve. J'ai pensé à ta mère et je me suis dit, est-ce que c'est pas pour ses os plus que pour ses organes, enfin l'un n'empêche pas l'autre, qu'elle a ainsi été menée à la mort? La totalité du corps est recyclable. C'est-à-dire que chaque partie du corps est vendable et elle a un prix. Il y a même, c'est comme une sorte de bourse, il y a une cotation pour chacun d'eux. Et si déjà il y a une cotation, c'est qu'il y a bien un circuit qui est donc alimenté, ravitaillé, et il faut l'alimenter.
Et ce qui est inquiétant, c'est donc les lois qui sont passées en France, notamment la loi Touraine, qui dit que chaque organe de chaque Français appartient à l'État. Et il y avait une loi qui disait que le corps est indisponible au commerce. Et Maître Dominique Nkounkou, c'est le mieux placé pour en parler. Ton avocat. Ce qu'il explique, c'est que la seule affaire qui peut défaire toutes ces lois qui ont rendu le corps disponible au commerce, c'est l'affaire Eliane Kabyle. Et quand on voit la deuxième qui est sortie, c'est donc l'accessibilité aux dossiers médicaux de chacun, les données médicales, ce qui pourtant était confidentiel pendant longtemps. Mais en faisant ça, ils arrivent donc à dire qui est compatible ou pas. Et dans mon cas de figure, il a fallu donc que le médecin de famille, lui, joue ce rôle, c'est-à-dire, et c'est extrêmement difficile pour un médecin de le faire parce que il est proche de son patient. Et le fait de l'emmener à l'abattoir consciemment, c'est une étape douloureuse, traumatisante. Et pour donc soulager les médecins dans cette démarche, eh ben, on met tout en ligne et donc les commandes se font à travers l'informatique. On voit qui est compatible, pas compatible. On s'arrange pour l'emmener à l'hôpital et on met une autre loi pour justifier de sa mort, qui est la loi de l'euthanasie. Et cette loi est tellement folle, Karl. Tu te rends compte que le seul endroit où un fou a raison, c'est bien là. C'est-à-dire qu'il est fou à tous les endroits, reconnu fou. C'est-à-dire qu'il n'est pas crédible, il lui faut un tuteur, il lui faut quelqu'un pour l'épauler dans ses choix, parce qu'on dit qu'il n'a pas toute sa tête. Par contre, au moment où il dit « je veux me faire euthanasier », même son tuteur, qui est là pour lui dire, comme il n'a pas toute sa tête, c'est moi qui fais ses choix, si il l'empêche de faire ce choix, il a une amende et il peut même risquer la prison. Ce qui m'a frappé, moi, dans le documentaire, c'est qu'il y ait du sang partout sur les murs, dans la pièce, dans la salle de réanimation. Ça suppose une violence. On ne comprend pas très bien, mais ça fait penser à un film d'horreur. Surtout que c'est pas un lieu où on opère. Et quand on voit tout ce sang, on se demande comment il a pu atterrir là. On a l'impression qu'il y a eu une bataille, une bagarre, et c'est ça qui est violent. C'est violent à supporter. Mais quand on voit même la suite, que finalement, la totalité du corps a disparu, puisqu'aujourd'hui, on ne peut même pas se recueillir sur cette tombe, parce qu'on sait qu'elle a juste, en tout cas, apparu à un moment donné, puisque on avait donc des photos qui montrent que c'était le bon cercueil, que c'était avec la commande et les photos, c'était bien celui-là qu'on a mis en terre, mais qu'au moment de l'exhumation, quand on a ressorti ce cercueil, c'était plus du tout le même. Ça suppose qu'ils sont revenus derrière. Tout à fait. Pour changer le cercueil et y mettre tout ce qu'on a découvert à l'intérieur, y compris la petite cage thoracique d'enfant. Mais ça, c'est la petite cage thoracique, on la découvre beaucoup plus tard, parce que quand on la découvre 2 ans et demi plus tard, et on la découvre dans un contenu avec du sang rouge vif, donc frais. On la découvre avec des chairs encore jaunes vives, et c'est d'ailleurs Dominique Courtois, qui est le médecin sans aucun doute, quand il a eu accès à ces images, il dit c'est la première fois qu'il ne comprend rien. Parce que d'ailleurs, dans le contenu, il dit il y a tout sauf un cadavre. Il dit il y a 36 cadavres dedans. Parce que pour lui, c'est plusieurs cadavres, des morceaux qu'on aurait mis dedans, mais c'est pas un seul, c'est impossible. Il était beaucoup trop rempli, le contenu, pour dire que c'était un seul corps. Et le poids, il a fallu 4 personnes pour porter le cercueil jusqu'à la tombe. Mais quand ils ont exhumé 2 ans et demi plus tard, il a fallu plus de 10 personnes pour lever le cercueil. Tellement le contenu était fort. Et ce qui était choquant, c'est quand on sait qu'une personne qui est en prison, elle a des droits quand elle perd un proche. On a l'obligation, par le droit, de la sortir de prison pour qu'elle aille à sa veillée funéraire. Nous sommes les seuls en France, je pense, à avoir été refusés de la veillée funéraire alors qu'on n'est pas en prison. La seule prison dans laquelle on nous enferme, c'est une prison de non-droit. Et lors de l'exhumation, ils vous ont interdit de vous recueillir auprès de ce cercueil. Mais pour quelle raison ?
Aucune, si ce n'est le poids de ce cercueil. C'est-à-dire que le cercueil était tellement lourd que nous avions voulu, 2 ans et demi plus tard, refaire une veillée. Parce que dans la tradition, quand on déplace le cercueil de nouveau, il est normal qu'on se recueille autour de ce cercueil, qu'on se rapproche de notre défunt. Et ça nous a été interdit. Avec aucun motif, parce qu'il n'y a pas de motif légaux pour ça. Et quand ils ont vu que vous faisiez des photos de ce qu'il y avait à l'intérieur du cercueil, ils n'étaient pas furieux? Les photos, on les a fait avant. Ils étaient un petit peu... Je pense que pour se dédouaner, la personne qui a donc transporté le cercueil jusqu'à l'Institut médico-légal, il a ouvert la housse pour qu'on puisse au moins voir, on lui a dit au moins ouvrez, qu'on puisse voir le cercueil. Et quand il a ouvert, on voit qu'il n'y a plus de croix, la forme n'est pas la même, c'est tout et n'importe quoi. C'était tout sauf le cercueil de notre maman. Et le poids lui-même était extrêmement parlant. Et c'était troublant d'ailleurs. Est-ce que, Thierry, tu as bon espoir de te retrouver un jour aux assises, comme tu le dis dans le documentaire, face à ceux qui ont volontairement fait mourir ta mère pour trafiquer ses organes? Alors, pour moi, ceux qui ont tué ma mère, c'est un système. Parce que il faut bien comprendre qu'un homme seul ne peut pas aboutir à ce genre de choses. Il faut vraiment un soutien extrêmement fort, solide, donc un réseau, pour arriver à ce qu'ils ont fait. Parce que il y a quand même la police qui a joué un rôle. Il y a quand même la mairie avec les états civils. On se retrouve quand même avec 3 actes de décès pour une seule personne, dont 2 pour ma maman et 1 commun avec une autre personne. Les 2 réalisés le même jour, à la même heure, à la même minute, avec 2 noms différents, mais avec le même numéro. C'est comme si je prenais un billet de 10 € avec le même numéro de série, et il y en a 2 avec le même numéro de série. Un des 2 est faux. Et il faut comprendre que c'est pas toutes les horreurs que nous décrivons qui font que nous avons gagné, mais c'est l'état civil, ce sont les actes d'état civil qui font que aujourd'hui il y aura des assises. Parce que le point le plus troublant sur lequel ils doivent répondre, et c'est là-dessus que, on va dire, le tribunal judiciaire s'est dédouané en disant il y a crime et qu'on n'a pas la compétence, donc il faut aller aux assises, c'est le fait qu'ils l'ont déclarée morte avant qu'elle ne meure. Il y a eu donc 2 actes, 2 certificats de décès. Mais pour qu'il y ait un acte de décès, il y a en tout premier lieu le certificat établi par le médecin. C'est soit un certificat de naissance, soit un certificat de décès, mais c'est ce certificat qui va nous permettre d'aller à l'état civil, que au moment où on présente ce certificat, elle va le poser sur le registre d'état civil, et une fois qu'il est dans le registre, eh ben là, on peut produire les actes d'état civil. Or, l'acte aujourd'hui qui fait foi, soi-disant, le 81, c'est un acte avec un certificat qui a été produit, donné par un médecin légiste, le 20 février 2001. Mais la date de décès sur l'acte de décès, c'est le 14 février. On ne peut pas avoir l'acte avant le certificat. Et c'est ce qui s'est produit. Et c'est la raison pour laquelle on dit que notre maman a été déclarée morte avant qu'elle ne meure. Et ça, je le détiens du seul expert en droit funéraire en France. Et j'ai eu cette chance, non seulement d'avoir, on va dire, d'avoir accès à ses compétences et d'avoir un rapport d'expert soigneusement rédigé par ses soins et qui a donc troublé fortement la justice. Ça démontre ce qu'on appelle une préméditation. Bien sûr. Donc, clairement, le tribunal correctionnel établit que cette mort est d'origine criminelle, de nature criminelle, ce qui t'ouvre droit, évidemment, à aller plus tard aux assises pour faire juger ces personnes. C'est un point important. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce que tu as retrouvé à l'intérieur lors de l'exhumation du cercueil. Ça nous indique quelque chose qui, je crois, est extrêmement important. Parce qu'on se pose souvent la question, par exemple,
de la disparition des enfants migrants. On a eu des chiffres, c'était en 2021, on nous disait 10 000 enfants migrants disparus en Europe et jamais retrouvés. Donc ces enfants migrants, s'ils ont participé à des cérémonies bien malgré eux, dans les récits des crimes rituels, on a toujours des plus petits enfants qui sont de couleur noire ou d'origine maghrébine et qui sont sacrifiés. Qu'est-ce qu'on fait des cadavres? Parce que je veux bien le bain d'acide, etc., comme on voit à la télévision, mais ça marche pas du tout. Suffit pas d'aller chez Monsieur Bricolage, acheter 2 bouteilles d'acide. Non, c'est très très complexe. Donc, les cercueils qui sont là, partout autour de nous, dans tous les cimetières, c'est vraiment la façon la plus simple, non? Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que pourquoi c'est difficile de dissoudre un corps avec de l'acide, c'est que finalement la nature est bien faite. C'est comme même l'incinération, tu sais que dans l'incinération, il y a des parties du corps qui ne brûlent pas. Et donc ces parties-là, on devrait pouvoir les retrouver justement dans les cendres. Et c'est très important parce que si on prend, comme on a dit, l'affaire d'Alistair Cook, si la famille avait eu cette notion, elle aurait demandé tout de suite à ce qu'on lui présente dans les cendres les parties qui, elles, ne peuvent pas se détruire. Et là, encore une fois, et même tu prends une personne, par exemple, qui a eu une prothèse, une hanche, bien souvent c'est ce qu'on appelle un inox dit chirurgical. Eh bien, cet inox chirurgical, il va fondre, mais on doit le retrouver dans les cendres. Il faut tout mettre. Encore une fois, le commerce est tellement plus important, on ne brûle pas 250 000 $. C'est-à-dire, c'est ça le problème, c'est que nous, on voit un défunt, un proche, quelqu'un avec qui on ne pourra plus passer du temps, et eux, ils voient un sac de 250 000 $. Et donc, ce sac de 250 000 $, on le préserve. On le met de côté, on donne un leurre. Ils vont faire donc leur cérémonie, et de l'autre côté, nous, on fait notre commerce. C'est-à-dire, tout le monde est content. Eux, ils ont pu faire se recueillir sur des cendres qui ne sont pas les leurs, d'ailleurs, et de l'autre côté, ils ont pu donc alimenter un commerce qu'il faut absolument alimenter. Oui, c'est d'autant plus crédible, je dirais, que ça me rappelle une histoire qui s'est passée vers Mérignac il y a quelques années. C'était un jeune employé des pompes funèbres qui avait décidé de l'ouvrir et de raconter ce qui se passait à l'intérieur de son établissement. Et c'était pas piqué des hannetons. Il racontait par exemple qu'une famille avait demandé à gagner de la place dans un caveau et à faire ce qu'on appelle une réduction. Évidemment, normalement, c'est très surveillé. On extrait le cercueil, on réduit le corps, on le met dans un petit cercueil et comme ça, on a gagné de la place et on peut mettre un nouveau cercueil. Et lui racontait la chose suivante, c'est qu'il n'avait pas eu le temps de faire cette réduction et que comme la famille s'impatientait, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un corps dans un des cercueils, ils l'ont mis dans un autre cercueil avec il y avait déjà un corps, et puis en fait des réductions, quand la famille est venue, ils leur ont présenté un sac dans lequel il y avait des pommes de pin, en disant c'est la réduction de la personne. Voilà où on en est. Donc si on est capable de présenter des pommes de pin comme étant une réduction, on est aussi capable de vendre des parties du corps, des organes, des os. Et il faudrait que les pouvoirs publics, éventuellement, s'intéressent de plus près à ce qui se passe dans les hôpitaux concernant ces dons d'organes malgré soi, je dirais. Il faut d'ailleurs rappeler au passage il y a un formulaire à remplir et pour exiger que si d'aventure on meurt dans un accident ou que sais-je, son corps ne soit pas touché. Je pense que tout le monde devrait y réfléchir. Bon, au-delà de ça, ça pose une autre question. Si ça fait partie d'un plan global, comme tu le dis, ça fait penser au transhumanisme. On veut prolonger indéfiniment certaines personnes, on va dire les plus riches, et piquer aux autres, entendez, les pauvres, les organes ou les os qui leur manquent. Et dans ce cas-là, alors là, les bras m'en tombent. On est dans le pur délire. Il faut quand même comprendre que la vie est bien faite et qu'il y a un juste équilibre dans tout. Et qu'à un moment donné, quand on exagère, comme c'est le cas de ces personnes, et qu'on touche justement à ce qu'on ne doit jamais toucher, c'est comme si, c'est vraiment, d'abord on dit c'est des actes satanistes, et c'est vrai, c'est pas, on peut pas dire que ce sont des actes divins, mais satanistes. Attention Thierry, il faut bien préciser les choses pour ceux qui nous regardent. Il ne s'agit pas de cérémonies satanistes, de crimes rituels.
Hein, mais il s'agit de personnes qui sont évidemment inspirées par ce qu'on appelle le mal pour gagner plus d'argent, mais c'est pas, bon, on n'est pas dans le truc sataniste, c'est important de le dire. Ce qui me frappe, Thierry, c'est à quel point, finalement, ton histoire peut ouvrir des portes sur d'autres histoires. Parce qu'effectivement, souvent, il manque le cadavre. Et si on allait un peu plus chercher du côté des cimetières et des pompes funèbres, on aurait certainement des révélations. En plus, là, on a vraiment un cas, je veux dire, qui a déjà été jugé au tribunal correctionnel, qui existe. Tu vas aller aux assises et on va peut-être enfin comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans ces officines de pompes funèbres, non? Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas quel chemin ils vont prendre, mais il va bien falloir répondre à tous ces corps qui ont été déplacés, parce qu'ils sont nombreux. Tous les actes d'essai qui ont été produits, c'est quand même énorme, ces certificats de décès. Notamment ce corps qu'ils ont autopsié, donc le 20, et qui a donné naissance à un certificat de décès, et qui a produit un acte antidaté, puisque le certificat... l'acte a été fait avant le certificat. Oui. Même informatiquement, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dans une structure sans le certificat et obtenir un acte de décès. Donc ça montre bien qu'il y a des gens extrêmement corrompus qui sont dans, on va dire, au niveau des institutions et qui produisent tous ces documents. Mais le faire pour des personnes comme ma maman, là, on se demande pourquoi, mais le pourquoi, c'est justement pour couvrir un réseau de trafiquants d'organes. Et ça, c'est triste. Mais dans ce trafic d'organes, c'est là où on voit que tout le monde y gagne, puisqu'on retrouve une petite cage thoracique d'enfant. Ça veut dire qu'il ne perd pas le nord. C'est que finalement, on va se servir de cette tombe pour plusieurs. Il y a quand même plusieurs affaires dans la même affaire. Parce que cette petite cage thoracique, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Elle n'est pas venue, elle n'est pas atterrie là comme ça, parce que nous, quand on a mis le corps de notre maman dans le cercueil, c'était celui-là, pas un autre. Et on se demande comment tout ça a atterri dans ce cercueil, comment tout ça a été échangé dans la totalité. Donc ça doit poser des questions au niveau de la justice, au niveau, on va des notables, de ceux qui sont censés, on va dire, apporter de l'ordre dans un pays, et finalement ne pas apporter de l'ordre, c'est préserver le désordre. Et ça, c'est leur responsabilité. Et j'espère qu'effectivement, si la France n'en prend pas la responsabilité, l'Europe devra le faire, et si l'Europe ne le fait pas, ce sera donc à l'international, mais on ira au bout. Oui, au fond, c'est une question de morale. C'est comme toucher aux enfants. Dans notre société, maintenant, on touche aux enfants et on touche aux morts. Une société comme ça, c'est une société qui elle-même est en train de mourir, et personne ne lui volera ses organes. Elle sera finie, cette société. C'est lamentable. Eh oui. Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté de témoigner à l'issue de la diffusion de ce documentaire. Et on sera là, évidemment, pour la suite, pour le procès aux assises.